Dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Louis Graverand de la CLCV. Bienvenue, Louis Graverand. Merci, monsieur Nava, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Je rappelle que vous présidez, on dit comment, section, antenne de la CLCV au niveau local L'union locale. L'union locale voilà. de Saint-Malo. Alors c'est vrai que vous nous parlez en ce moment, Louis Graverand, des différents contrats pour construire. On avait vu avec vous il y a 2 semaines le contrat de constructeur de maisons individuelles. Oui, c'est mais ça. je sais que vous souhaitez... Il y a un mois, on en avait vu, Voilà. on en avait vu 2 autres. Absolument. Et là, vous souhaitez enfoncer un peu le clou, j'ai envie de dire, pour nous rappeler les fondamentaux, en fait. Hein. C'est bien cela. Oui. On vous En écoute. introduction. Donc, je reviens un peu toujours, c'est peut-être du rabâchage, mais ça me paraît pas inutile. Que construire ? Tout le monde se pose, c'est un terme très générique. Donc, construire, c'est faire des petits travaux pour soi, des peintures, des embellissements, un carrelage à droite, à gauche. C'est créer une extension de maison, c'est construire sa maison et de quelle manière. C'est acheter un bien en l'état futur d'achèvement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chacun est confronté à ce problème-là parce qu'un jour ou l'autre, qu'on soit propriétaire, locataire, on est amené à faire des travaux de peinture ou à agrandir sa maison ou changer de résidence, reconstruire. Donc, qu'on soit locataire ou propriétaire, à un moment ou à un autre, on est confronté à ce problème. Donc, il y a un mois, le 9 novembre, on avait vu les petits travaux et puis les travaux plus importants sous la houlette d'un maîtrise d'œuvre. Il y a 15 jours, le 23 novembre, on avait vu le contrat de construction de maisons individuelles, le CCMI. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir la VFA. Alors, la VFA, c'est vente en l'état futur d'achèvement. Alors, quelques rappels pas inutiles par l'expérience qu'on en a. Principe de base, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et quand il y a un litige, vous m'avez jamais dit ça, si j'ai dit ça. Et on se réfère on n'en tient pas compte, toutes les paroles, on se réfère aux écrits. Bien sûr. Donc on est dans une vie aujourd'hui, ce qui n'était pas valable il y a 50 ans. Moi, il y a 50 ans, je faisais des taux plats de maquignons pour régler des litiges entre entreprises, ça se passait bien. Aujourd'hui, c'est non, tout doit être écrit. Ensuite, quand c'est signé, on ne peut plus revenir dessus, ou alors il faut payer. Parce qu'on considère que si on a signé, ça veut dire qu'on a lu et qu'on est d'accord. Et qu'on est d'accord. Donc juridiquement... Y compris les toutes petites lignes, celles qui sont toujours les plus importantes dans un contrat. C'est valable quand on achète une voiture, c'est valable quand on achète un contrat chez Orange, Bouygues ou autre chose. C'est toujours les petites lignes qui sont les plus importantes. Celles où on dit, bon, vous verrez ça à la maison, vous verrez ça plus tard, qu'on ne dit jamais, et puis le jour on a un problème, et là on se trouve le bec dans l'eau. Donc c'est avant, une fois que c'est signé, c'est trop tard, c'est avant qu'il faut poser toutes les questions. Bien sûr. Puis quand on n'a pas l'imagination des questions à poser, etc., ben, on va voir quelqu'un qui connaît, qui vous conseillera éventuellement. Alors maintenant, quelques définitions de langage. Le maître d'ouvrage, c'est le client. Le maître d'œuvre, c'est celui qui fait faire la réalisation des ouvrages. Et le locateur d'ouvrage, c'est un terme que personne ne connaît beaucoup, c'est l'entreprise. Il a un contrat avec un client sous la couverture d'un maître d'œuvre en général. Donc l'interlocuteur, Louis Graverand, pour nous, soit locataire, soit propriétaire en cas de travaux, c'est bien le maître d'ouvrage, l'interlocuteur direct. On est le maître... C'est ça. Voilà. Oui. Sauf, c'est un cas un peu particulier dans la VFA, donc la vente en état futur d'achèvement. On va le voir, oui. Nous, celui qui achète en VFA, c'est un client. Comme on achète des casseroles, une voiture ou autre chose. Le maître d'ouvrage, c'est le promoteur, parce que c'est lui qui paye la construction. Ah oui. Il a avec lui un maître d'œuvre ou un architecte et des entreprises. Et puis le locateur d'ouvrage, ce sont les entreprises. Mais le maître d'ouvrage, c'est le promoteur. Et nous, on est le client. Ça, c'est la chose fondamentale. Alors, qu'est-ce que la VFA, donc le contrat de vente en l'état futur d'achèvement? Eh bien, c'est une procédure qui est très réglementée par le Code de la construction. Donc, on verra plus tard que ça a des avantages et des inconvénients. Elle permet à un acquéreur d'acheter un logement qui n'est pas encore construit,
un appartement, une maison isolée, une maison dans un lotissement. Le promoteur étant le maître d'ouvrage, ça c'est important, il construit pour un tiers parce que c'est vous le client. Donc il a l'obligation de souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage. Et s'il ne le fait pas, il est sanctionné. On l'attaque au tribunal et il est sûr de perdre. Alors qu'un client, un maître d'ouvrage qui construit pour lui-même, donc un particulier qui construit pour lui-même, il a l'obligation de souscrire une dommage-ouvrage, mais s'il ne le fait pas, comme il construit pour lui-même, c'est sans sanction. Ok. Voilà. Donc là, le client a l'assurance d'avoir une assurance dommage-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage. C'est un peu de l'hébreu pour certains. Voilà. Alors, tout propriétaire... Alors, ça a un avantage, c'est que cette assurance dommage-ouvrage, elle figure dans l'acte d'achat de l'appartement, de l'immeuble, de la maison. On en a les références et tout propriétaire ou copropriétaire ou syndic, suivant l'achat du bien, a le pouvoir d'actionner directement l'assurance dommage-ouvrage sans en rendre compte à Pierre-Paul ou Jacques. C'est-à-dire, dans une maison, j'ai un mur qui se fissure, le maître d'ouvrage qui est le client, là en l'occurrence c'est la même personne, actionne l'assurance dommage-ouvrage qui intervient, etc. Et dans une copropriété, le copropriétaire occupant ou non occupant du logement peut actionner directement l'assurance dommage-ouvrage. Le syndic peut très bien faire la même chose pour les parties communes. Voilà, alors ça c'est intéressant. Alors ce document, on le trouve dans l'acte de vente, au paragraphe assurance. Donc, tout est clair. Ouais. Moi, personnellement, quand je guide des personnes, donnez-moi votre acte de vente, on va chercher par un... Vous voyez, c'est marqué là, c'est telle compagnie, telle police, etc. etc. Et puis, alors, dans les documents accompagnant l'achat en vente à l'état futur d'achèvement, on a une notice descriptive sommaire, des plans, et le client doit avoir daté et signé tous les documents. Pourquoi dater ? Parce qu'on peut très bien refiler un autre document à la place, et puis on n'y voit rien. Signé, comme ça on a la preuve que c'est bien le document qu'on a fait. Ça paraît idiot, mais quand il y a un litige, ouais, ah mais vous n'avez pas signé le plan, donc c'est pas le bon, etc., etc. C'est à ce moment-là, la notice descriptive sommaire, comme son nom l'indique, elle est vraiment très sommaire. Ce que je disais il y a 15 jours, il y a un mois, une notice descriptive faite par un architecte, ça doit tenir en 30-40 pages pour une maison individuelle. Là, ça tient en 4-5 pages, grand maximum. Il y a marqué couverture en ardoise naturelle. On ne sait pas la qualité de l'ardoise, oui. On ne sait pas si on aura le droit, si on tolérera les couleurs de rouille. La menuiserie, il y aura marqué menuiserie isolante. On ne saura pas quel est le... Voilà. Il y a un manque d'informations qu'il faut demander. Et ces informations, il ne faut pas se contenter de dire, d'aller voir le promoteur en lui disant, ben voilà, qu'est-ce que vous... Ah ben on va vous mettre ça. Après ça, il peut changer d'avis. Il n'y a que les écrits qui comptent. Il faut écrire. C'est casse-pied, mais il faut écrire, il faut se prendre par la main, même un mail, et demander une réponse écrite. Et, oui. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a une réponse écrite, qui est oui ou non, eh ben, on a un argument pour dire ça, vous me le devez. Alors, et c'est toujours à la fin c'est toujours quand on a le litige qu'on se replonge dans les documents, on dit ah bah c'est marqué, c'est pas marqué, monsieur, allez, sous-entendu, allez vous faire voir. Alors c'est valable pour tous les corps d'État. Hein. Quand on dit dans la salle de bain, on va vous mettre un bac à douche, bon. Il peut être en céramique, il peut être en résine, il peut être grand, il peut être petit, il est encastré, il n'est pas encastré. Bon, toutes ces questions-là, il faut avoir l'idée de les penser. L'idée qu'on peut en avoir, c'est que quand on va chez des amis à droite ou à gauche, il y a un moment où on visite souvent les maisons, et puis on voit qu'il y a ça, on dit pourquoi tu as ça, etc., etc. Ça donne une idée, puis autrement, on a toujours un copain qui est maître d'œuvre, un autre qui est entrepreneur, un autre qui... Se faire conseiller, quoi, quelque part. Pour se faire conseiller.
Alors, dans le contrat de vente en état futur d'achèvement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, vous allez me dire, c'est d'une évidence, mais c'est encore mieux quand c'est écrit, l'adresse du logement, oui, sa situation dans le programme immobilier, est-ce qu'on a l'appartement du 3e étage dans le 3e immeuble, parce qu'il y en a 4 ou 5 de construits. Côté rue, côté cour. Voilà, on a le soleil, on n'a pas le soleil. C'est important, oui. Le descriptif du logement, sa surface, le nombre de pièces, les matériaux utilisés, les équipements, est-ce qu'il y aura une cuisine intégrée, est-ce que, le prix, bien sûr, le montant des versements et les conditions de révision, parce que si la construction dure 4-5 ans, qu'on est en fin de programme, on va vous dire, monsieur, le prix que vous avez signé au départ, vous voyez, ça, important, il est indexé sur l'indice BT0, il est indexé, donc c'est plus 200 000 que vous me devez, c'est 225 ou 230. La date de vente, le délai d'exécution des travaux, bien sûr. Et alors ça c'est important, le justificatif de la garantie financière de remboursement ou de la garantie d'achèvement des travaux. Alors GFR ou GFA, mais garantie financière remboursement ou d'achèvement des travaux. C'est donné par qui? C'est donné par le promoteur. Okay. Donc il faut bien s'assurer qu'elle y est. J'entendais il y a ne serait-ce qu'une demi-heure Julien Courbet qui se trouvait confronté au problème d'un promoteur qui n'avait pas de garantie. Il avait déjà dépensé l'argent, et puis les clients, ils peuvent plus se retourner contre le promoteur, il n'y a plus de sous. Donc ils ont pris des engagements pour 25 ans, et puis ils se retrouvent gros gens comme devant, il faut aller faire une procédure au tribunal, on est sûr ou pas sûr de gagner. Voilà. Donc ça c'est aussi important. Bien sûr. Alors le parcours d'achat, il se passe de la manière suivante. On a la signature d'un contrat de réservation, la recherche d'un financement. Bien sûr. C'est un peu comme quand on fait un prêt d'achat d'une maison. Il y a des étapes. Ouais. On a plus un contrat de réservation, mais on a... dans un lotissement, par exemple quand on achète une maison ou un appartement, on a un contrat, je trouve plus le terme, mais en général, c'est l'agent immobilier, avec des clauses réservatoires, si j'ai pas l'emprunt, etc., etc. Donc là, on a la recherche du financement, ce qui revient au même. Et après ça, c'est avec le partenaire financier, avec la banque Alors avec la banque ou autre, il faut avoir les fonds, voilà. Et ça, c'est le problème du client, c'est pas le problème du promoteur. Bien sûr. On a la signature de l'acte authentique chez le notaire, et donc là, il faut... Ça se concrétise, là, oui. Ça se concrétise, et... Alors, et après ça, on a les appels de fonds qui sont bien encadrés, on va voir ça tout à l'heure, et puis la livraison du logement. Oui. Alors, on va voir qu'il y a une différence très importante entre livraison d'un logement et réception de l'ouvrage. Ah, effectivement, là, il y a une distinction, on va voir ça. Distinction importante. Donc le promoteur, il est responsable du choix du terrain, il est responsable de la réalisation de la construction, du règlement de copropriété, ça c'est important, des plans, de la notice descriptive et des conditions de droit de réflexion, c'est-à-dire le droit qu'on a de se rétracter dans certaines conditions. Quand il n'y a pas de contrat de réservation, on a l'acquéreur potentiel à 10 jours calendaires pour revenir sur son engagement d'acheter. Alors, avantage et inconvénient d'une VFA, donc d'une vente en l'état futur d'achèvement. C'est d'abord, quand on touche au portefeuille, c'est la première des choses qu'on comprend. Les frais de notaire sont réduits. Ils sont entre 2 et 3% au lieu de 7 à 8 quand on achète. Ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. C'est pas neutre, parce que pour une maison, pour un bâtiment ou un logement qu'on achète pour 300 000 euros, un écart de 5%, ça fait 15 000 euros. Oui. C'est quand même pas rien. Ça paye la cuisine intégrée ou des choses comme ça. On a, dans certaines conditions, la possibilité d'avoir des prêts à taux zéro. Bon, au lieu d'avoir des prêts... c'est quand même... Ça aussi, c'est pas neutre. On touche au portefeuille. On a aussi, dans certaines conditions, une TVA à 5,5 au lieu d'avoir une TVA à 20. 15%. 15%. C'est substantiel, effectivement. Ouais. C'est substantiel à condition de respecter certaines règles. Ouais. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, on a la possibilité
d'effectuer des modifications sur les plans. On vous soumet des plans, on dit bah non, là la porte je voudrais qu'elle soit à galandage au lieu de s'ouvrir à la française. Là je voudrais qu'on me fasse une fenêtre supplémentaire. Là je voudrais, au lieu de mettre du carrelage, vous me mettiez un parquet flottant. Enfin bon, des choses accessibles. Mais il faut bien se dire une chose, le contrat il est déjà signé. Le promoteur, c'est là où il va faire, c'est là où il va gagner de l'argent. Parce que il va vous mettre le prix bien souvent 50% ou 100% de plus que si vous l'aviez fait directement à l'entreprise. Alors quelquefois, on a intérêt à dire je laisse faire les travaux et quand ça ferait, je démonterai, je ferai autre chose. Ah oui, quelquefois, ça peut coûter moins cher, notamment les portes ou des choses comme ça. Bien sûr. Alors, la VFA, ça a des avantages essentiellement financiers, mais ça a aussi quelques inconvénients. En fait, le premier inconvénient, j'achète sur plan. Donc, je ne vois pas matériellement ce que représente mon appartement. Il faut déjà avoir un peu une gymnastique d'esprit pour s'imaginer. Et on l'achète avant d'habiter. Donc, pendant ce temps-là, il faut aller se loger ailleurs. Donc, si on attend un an son logement, vous avez un loyer de 1 000 €, vous avez jeté à la poubelle 10 000 €. Alors, bon, là aussi, il faut réfléchir. Le deuxième inconvénient, le vendeur s'engage à vous réserver un bien à acquérir en contrepartie d'un dépôt de garantie entre les mains du notaire. Là, le bâtiment, il n'est toujours pas construit et vous êtes obligé de verser de l'argent. C'est 5% en général. Et ultérieurement, vous signez l'acte authentique. Et il faut bien lire l'acte authentique avec le contrat de réservation qu'on a signé. Qu'on voit bien si c'est la même chose. Parce que souvent, on glisse des éléments complémentaires, modificatifs, jamais dans votre intérêt par définition. Donc, il faut vérifier que cet acte authentique est bien conforme au contrat de réservation. Les tolérances entre la surface habitée et celle promise au contrat ne doit pas dépasser 5%. Ça peut dire, c'est pas bien grave, mais quand on fait le bilan, quand on construit à 5 000 € du mètre carré un appartement ou une maison de 120 mètres carrés, les 5%, c'est 6 mètres carrés. À 5 000 € du mètre carré, ça fait 30 000. Donc, faut bien vérifier ça. Le quatrième inconvénient, c'est qu'on a des retards possibles et souvent fréquents dans les constructions en VFA. Surtout si on se trouve soit en début de programme parce que ça a pris de retard, soit en fin de programme parce que les entreprises elles sont parties ailleurs en attendant, etc. Donc là, il faut que ça soit bien marqué, qu'il y ait des pénalités de retard si on dépasse le délai. Sachant bien que ce n'est pas le promoteur qui va les mettre parce que ce n'est pas son intérêt. Alors, quand on a un retard et qu'on a des pénalités, à ce moment-là, on peut faire appeler un huissier, enfin un commissaire de justice maintenant, pour faire ce qu'on appelle une sommation interpellatrice afin de vous livrer le logement. Alors, les versements, c'est 5% tout à fait au départ, 35% en cumul, 35% à la fin des fondations, 70% quand on est hors d'eau, c'est-à-dire clos couvert, 95% à l'achèvement et les 5% lors de la mise à disposition du logement. Alors, réception, mise à disposition. La mise à disposition, c'est le moment où le client reçoit du maître d'ouvrage, donc le promoteur, l'appartement. Et là, il y a une date avec des réserves, etc. La réception des ouvrages, c'est la date à laquelle le promoteur, donc maître d'ouvrage, réceptionne les ouvrages des entreprises. Donc on a un décalage, soit on est avant, soit on est après. Quand on a une réclamation à faire, on dit j'ai mon appartement qui a été livré à telle date. Mais quand on veut faire apparaître la dommage ouvrage, c'est la date de réception qui compte. Merci Louis Gravant, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve prochainement pour une prochaine chronique. À bientôt. Écoutez, la prochaine fois, je vous